Un petit retour sur le castor dans la continuité de l'intervention ce matin de M. Rémi Luglia. 3 interventions cet après-midi, une d'intérêt un peu plus d'ordre général, qui va nous être présentée par Caroline Le Goff de l'ONCFS Bourgogne-Franche-Comté, sur la reconquête nationale du castor. Ensuite, on s'attachera à faire un zoom sur la Saône-et-Loire au travers l'histoire d'un retour et puis un point sur sa situation actuelle. Et puis on filera sur les plaines du Forez avec André Ulmer pour un point sur l'état des populations 12 ans après sa réintroduction. Caroline, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Donc pour prendre la continuité de l'intervention de ce matin sur le castor, comme vous le connaissez bien, le castor a une forme très trapue, comme on peut le voir quand il est sur Terre. Donc une longueur environ 110 cm en moyenne, donc 30 cm pour la queue, une moyenne de poids de 21 kg, dont les plus gros individus peuvent aller jusqu'à 30 kg. Juste pour reprendre un petit élément de biologie pour vous montrer un crâne de castor avec les incisives, donc taillé en biseau, un émail orange, qui permet, je ne sais pas si on voit bien les contrastes, de d'écorcer, de s'attaquer à des arbres de diamètre assez gros. On voit également un espace derrière les incisives qui sert vraiment un peu comme une pince pour transporter les branches sur les sites de consommation. Alors c'est un animal assez discret, qui a une activité essentiellement nocturne et crépusculaire, donc assez difficile à observer. Amphibie, le milieu aquatique lui permet les déplacements et en général l'accès immergé à son vide. Et le milieu terrestre lui apporte la majorité de sa nourriture, et en particulier également le gîte. Et il s'éloigne rarement à plus de 30 mètres de la berge. C'est un animal aussi très sociable, donc les 2/3 des individus vivent en groupe familial, donc on y retrouve le couple, les 2 jeunes de l'année et les 2 jeunes de l'année précédente. Donc en Europe, on a une moyenne de 3,8 individus par famille, donc presque 4. Et le territoire familial est assez varié, ça peut aller de 500 mètres à 3 km de linéaire de cours d'eau, essentiellement en fonction de la nourriture disponible sur les berges. Et pour rappel, c'est un végétarien strict, mais très éclectique. Donc il peut consommer plusieurs essences, de l'écorce, des feuillages, des hydrophytes, aussi des fruits. Voilà, c'est assez varié. Sa présence nécessite quelques exigences du milieu. Donc une lame d'eau d'environ 50 à 60 cm minimum est nécessaire, en particulier donc, pour ses déplacements et l'entrée immergée à son gîte. Et une présence significative de végétation régulaire. Si possible, il préfère les jeunes saules, les peupliers. Cependant, certains facteurs peuvent limiter sa présence. Il est communément admis qu'une pente du cours d'eau supérieure à 1% peut être un facteur limitant, une vitesse permanente élevée du courant également, et que, bien entendu, certains ouvrages sont toujours infranchissables. Donc, le castor est un animal, on le décrit plutôt comme un animal de plaine et de l'étage collinaire, même si on peut quand même le trouver à des altitudes assez élevées. Donc, comme je disais, il est assez difficile à observer de par ses mœurs. Cependant, il laisse beaucoup d'indices de présence sur son territoire. Donc, on voit ici des arbres coupés, on trouve de l'écorçage. On trouve des dépôts de castorium pour marquer son territoire, donc il dépose sur des petits monticules de terre vraiment sur la berge au bord de la rivière. Il dépose une substance huileuse olfactive pour délimiter son territoire. On trouve également des empreintes. On peut trouver des sites de consommation, ici un réfectoire. On peut aussi trouver des gardes-manger à proximité du gîte. On trouve également, donc les gîtes de castor peuvent prendre différentes formes. On peut trouver, ça va du terrier, donc l'accès dans tous les cas est toujours immergé et amène à une chambre qui est hors d'eau. Donc on trouve aussi bien du terrier que de la hutte, mais aussi des terriers-huttes. Et dans certains secteurs, on le retrouve aussi dans le réseau karstique, comme dans les gorges du Gardon. En tête de bassin versant, sur les petits cours d'eau, on peut également trouver des barrages. Donc le castor construit des barrages pour augmenter la lame d'eau, essentiellement pour augmenter
l'accessibilité à la végétation rivulaire pour trouver de la nourriture et également pour maintenir toujours l'entrée immergée à son gîte. Malheureusement, on trouve des cadavres, donc c'est quand même des indices de présence, sachant que la collision routière reste la principale cause de mortalité du castor. Donc voilà, c'était pour juste reprendre quelques éléments d'écologie du castor. Donc on l'a vu ce matin, je ne vais pas revenir en détail dessus. Donc le castor est protégé depuis 1968, donc sa capture, sa détention, le fait de tirer, la destruction, chercher le mot, la destruction du castor est interdite, mais depuis 2007, c'est son habitat également qui est protégé, donc la dégradation, l'altération, la destruction de ses aires de reproduction et de repos sont interdites, telles les gîtes et les barrages. Et depuis 2010, un arrêté reprécise que son introduction dans le milieu naturel est interdite. Depuis, on en a parlé ce matin, depuis sa protection, le castor a pu recoloniser le bassin rhodanien. Mais on en a parlé un petit peu, il a commencé à se retrouver un peu bloqué en aval de Lyon. Donc son expansion sur le réseau hydrographique national a été favorisée par des opérations de réintroduction. Donc toutes ces opérations de réintroduction ont été opérées à partir de captures de castors en provenance du Rhône, donc essentiellement uniquement de cette sous-espèce. Donc sur les 26 opérations, 5 ont été des échecs. Ça représente un total de 273 individus relâchés dans 15 départements. Pour information, la première introduction a eu lieu dans l'Ain en 1957 et la dernière remonte déjà un petit peu, c'était dans le Bas-Rhin sur l'île en 2002. Donc là sur cette carte, justement, je vous ai remis donc la situation du castor. On a eu des dates ce matin, mais là ça permet aussi d'avoir la cartographie. Donc en 1930, la présence était avérée jusqu'à Montélimar par Joubert. Ensuite, en 1965, on voit que l'expansion du castor continue, mais qu'il reste bloqué en aval de Lyon. Et en 1981, c'est légèrement un peu grisé, donc il est toujours bloqué en aval de Lyon, mais par contre, il continue à s'étendre sur le réseau hydrographique rhodanien. Je vous ai différencié par des codes couleurs, donc en rouge, vous allez retrouver l'introduction qui a été réalisée en Bretagne. Ensuite, il y a eu 3 réintroductions sur le bassin de la Loire, ici, dont le numéro 6 ici a été un échec dans la Vienne. Donc 2 opérations réussies. Dans le quart nord-est, il y a une réintroduction sur les étendues d'air qui a été un échec. Une opération réussie du côté de Toul. Et puis 4 réintroductions dans la vallée du Rhin, dont un échec seulement. Et puis après, plusieurs réintroductions, les plus nombreuses sur la vallée du Rhône, dont uniquement 2 échecs. Donc à partir de 1987, le ministère chargé de l'environnement a confié à l'ONCFS une mission de suivi du castor. Donc ça reposait essentiellement sur le suivi de sa présence, donc comment il économise le réseau hydrographique, un appui pour les dommages, et puis un appui technique également pour les réintroductions. Donc l'ONCFS a largement été mise à contribution pour les opérations de réintroduction, les captures. De ce fait, un réseau de correspondants a été créé sur essentiellement là où le castor était présent. Et pour le suivi de la colonisation de l'espèce, le protocole consiste à prospecter tous les cours d'eau susceptibles d'être colonisés par le castor, en collectant un maximum d'indices de présence, dont je vous ai montré tout à l'heure en photo, que ce soit des écorçages, des coupes, des cadavres, etc. Donc à ce jour, plus de 200 personnes ont été formées en France, donc que ce soit à l'ONCFS, mais on forme également d'autres associations de protection de la nature, l'ONEMA, des fédérations des chasseurs, des bénévoles. Donc si on regarde un petit peu au niveau du réseau castor, une prospection assez exhaustive a été réalisée en 2009. Donc c'est la dernière prospection exhaustive la plus récente. La prochaine aura lieu en 2016-2017, donc à peu près tous les 7 ans on essaye de prospecter de manière exhaustive le territoire national. Sachant que, pour information, tous les ans on suit également les fronts de colonisation pour voir comment l'espèce continue à s'étendre, même si ça ne permet pas d'avoir une vue de là où comment ça a évolué sur le secteur déjà bien occupé.
Donc en 2009, ça a permis de montrer que 17 600 km de cours d'eau prospectés, sur ces 17 600 km de cours d'eau prospectés, 60% étaient colonisés par le castor. Et donc, suite à plusieurs questionnements, on a essayé d'estimer un petit peu les populations en fonction de l'écologie du castor, donc combien d'individus par famille, quel territoire pour la famille. Et donc en 1965, on estimait qu'il y avait 3000 castors, 1986, 5000, 1997, 9000, et en 2009, on estime entre 14 000 et 16 000 castors. Donc si on part début 1900, où on pensait qu'il y avait juste une petite centaine de castors encore présents au moment où on l'a protégé, aujourd'hui, il y a multiplié par un facteur 150 en un siècle. Donc on peut quand même dire que les bilans annuels du réseau castor montrent que l'espèce continue une lente progression sur le réseau hydrographique. Donc pour rappel, je vous ai remis la carte précédente avec les lieux de réintroduction et sa présence, son extension naturelle sur le bassin du Rhône. Donc on peut voir que la population s'est bien développée, et l'introduction réussie en Bretagne, qu'à partir des 2 réintroductions réussies sur la Loire, tout le bassin Loire et ses principaux affluents sont colonisés. On trouve également les 4 réintroductions qui ont donné des populations dans la basse vallée du Rhin. Une opération très réussie du côté de Toul qui a permis la colonisation des Vosges également, et le bassin a été assez vite saturé, ce qui a notamment permis d'expliquer un changement de bassin vers la Saône amont dans le territoire de la Haute-Saône. Donc on a une colonisation de la Saône par l'amont via ce territoire. On a également de la colonisation dans les Ardennes, mais là c'est pas lié à une réintroduction française, mais une réintroduction du côté belge qui a permis à des espèces, à une population d'arriver. Également en Allemagne, il y a des réintroductions réalisées sur la Sarre. Après on voit bien que le bassin rhodanien, lui, arrive presque à saturation, donc la plupart de ces cours d'eau sont colonisés. On voit également l'Isère bien colonisé suite aux réintroductions. La Saône est cependant colonisée de manière un peu plus discontinue encore, même si par la Saône, l'espèce est présente en Saône-et-Loire et en Côte d'Or, dans le Jura, dans le Doubs. Donc on remarque plutôt que l'espèce utilise la Saône pour aller s'implanter sur des affluents qui semblent plus favorables. Deux autres réintroductions sont quand même assez intéressantes à noter sur le Tarn, qui ont permis à l'espèce de coloniser le bassin versant de la Garonne, ce qui laisse aujourd'hui de fortes potentialités d'expansion encore sur ce bassin. Donc là c'est un petit zoom quand on est en Bourgogne, sur le territoire de la Bourgogne. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, sachant qu'il y a une intervention derrière sur la Saône-et-Loire. Donc on voit bien qu'en Bourgogne l'espèce est présente surtout sur toute la Loire, en Bourgogne, la Nièvre, Saône-et-Loire, après les principaux affluents, qui remontent maintenant en Côte d'Or via la Saône-et-Loire et la Roue. On a une présence dans l'Yonne également par un affluent de la Loire, et sur le bassin de la Seine aussi, sur le Loing, via une population qui est passée du bassin de la Loire au bassin Seine via le canal de Briare. Et donc en Côte d'Or, on le retrouve un petit peu par saut de puce sur la Saône, et pour aller s'installer sur un affluent bien plus en amont. Alors le suivi de la recolonisation a montré également que l'espèce, bien qu'on parle qu'elle est vraiment de l'espace, l'étage de plaine, voire de l'étage collinéen, on se rend compte qu'on peut la trouver quand même à des altitudes assez hautes, donc comme 1075 mètres d'altitude en Ardèche. Et des nouvelles prospections en 2010 ont montré quand même que la pente de 1% était largement dépassée, car la moyenne des pentes des têtes de bassin versant était de plus de 4%. Ici sur la photo, en fait, c'était pour montrer on voit pas forcément bien, mais c'est un régime un peu torrentiel, et on trouve sur les berges des traces de coupes d'arbres. Donc on a même trouvé des indices de présence à 1387 mètres d'altitude, donc ça veut dire que sur 3000 mètres, le castor a dû franchir des pentes de 24%, donc on suppose surtout qu'il a utilisé les berges pour passer les régimes les plus torrentiels et les plus abrupts. Donc ça montre aujourd'hui que dans les zones assez saturées, comme sur la vallée du Rhône, on le retrouve vraiment dans des cours d'eau où on ne pensait pas qu'il allait pouvoir s'installer, donc ça montre quand même qu'il a encore des capacités d'adaptation auxquelles on n'aurait pas pensé jusqu'à aujourd'hui.
malgré son expansion qui continue, il y a toujours des menaces potentielles pour son installation, comme le cloisonnement des populations, la destruction de ses milieux de vie, le développement d'espèces végétales exotiques envahissantes telles la renouille du Japon qui n'est pas du tout appétante pour le castor, la lutte contre les rongeurs aquatiques indésirables comme le ragondin, le rat musqué qui provoque encore aujourd'hui des erreurs de tir, des captures par des engins de pêche comme dans le Loir-et-Cher, dans la Nièvre, on a encore des noyades dans les nasses à silure. Et il y a aussi des plaignants qui se chargent eux-mêmes du castor lorsqu'ils ont eu des dommages. Et on remarque, on suit également, je vais terminer là-dessus, on suit l'arrivée du castor canadien. Pourquoi le castor canadien? Parce qu'on estime que c'est un concurrent pour le castor d'Europe. La France a déjà été concernée par le castor canadien, donc il est beaucoup plus prolifique que le castor d'Europe. En 1984-85, il y a déjà eu une opération dans l'Yonne pour éliminer 24 castors qui s'étaient échappés d'un parc privé. Donc les suivis ont montré qu'ils n'étaient plus présents. Cependant, une présence récente en 2006 a été signalée en Allemagne, au Luxembourg et à présent en Belgique suite à des animaux échappés d'un parc animalier allemand. Donc une mise en place, un réseau, une surveillance de territoire aux frontières a été mise en place par les 4 départements, donc Belgique, Allemagne, Luxembourg et France, pour veiller. Il a été admis par les 4 départements, par les 4 pays, pardon, que justement l'espèce des castors canadiens n'était pas désirée en Europe. Donc du coup, une campagne de surveillance a été mise en place. Donc on voit en vert ici sur le territoire français et allemand du castor fiber, le castor d'Europe. En bleu, c'est indéterminé. Et en rouge, donc on voit bien Luxembourg, Allemagne, Belgique, là où le castor canadien a été avéré. Donc on n'en a toujours pas en France. Pour l'instant, les campagnes d'élimination sont toujours en cours. Et le ministère nous a demandé de continuer cette surveillance aux frontières. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez plus de précisions, il y a pas mal d'informations sur le site de l'ONCF. Merci Caroline. On vous propose un fonctionnement de questions maximum à chaque intervenant, à chacune de leurs interventions, et on garde un petit moment à la fin de questions avec tous les présentateurs. Poser des questions qui sont vraiment spécifiques à l'intervention que vous venez de voir. On gardera d'autres questions peut-être d'ordre général sur la fin du temps de débat quand on sera tous ensemble. Oui, alors Pierre Rigaud, j'ai une question spécifique au LCFS, une question pas folichonne sur les données de castor. Je travaille à l'ALP PACA sur le castor dans le sud-est de la France, en région PACA donc. Et on a eu par exemple une synthèse à faire demandée par le Parc national de Camargue pour réaliser le document d'objectif Natura 2000 de Rhône-Aval. Donc parc national, parc naturel par organisme public. Pour faire cette synthèse, nous autres on fait aussi beaucoup de prospection, donc on a des données qu'on a transmises. Pour cette synthèse, on demande les données à l'ONCFS. L'ONCFS nous renvoie vers ce qui est mis en ligne sur le site internet, oui, c'est-à-dire des grands tronçons de présence, ce qui n'est pas pertinent à l'échelle de Natura 2000. Et l'ONCFS refuse de nous transmettre les données de présence du castor sur cette zone, sachant que c'est nous a demandé pour faire une synthèse pour un organisme public. On demande à un autre organisme public les données, ils ne nous les transmettent pas. Donc c'est un peu problématique, c'est un peu dommage, je pense. Et qu'en est-il plus généralement de la disponibilité de ces données acquises par le LCFS? Je vous répondrai un peu la même chose, c'est qu'on essaie de mettre la cartographie à jour assez régulièrement et du coup on renvoie moi je m'occupe de la Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est vrai qu'on renvoie essentiellement sur le site de la cartographie, le site Carmel, où il y a les données après. Mais non, mais justement, il n'y a pas les données sur le site Carmel. Alors là, je ne sais pas s'il n'y a pas les données sur le site. Non, c'est-à-dire que c'est des très grands tronçons à l'échelle de plusieurs kilomètres, donc c'est très imprécis. Donc c'est-à-dire qu'il y a un gâchis vraiment, je sais pas, même d'énergie et d'argent public là, puisque une synthèse faite par un organisme public nécessite les données d'un autre organisme public en demandant à une association de faire le travail de synthèse, et puis les données finalement ne sont pas transmises. Donc il n'y a pas possibilité en fait pour l'ONCFS de fournir des choses plus précises que les tronçons à l'échelle de plusieurs kilomètres qui ne sont pas pertinents quand on utilise un site Natura 2000. Après nous, c'est notre protocole, on met juste des indices de présence, en fonction des indices de présence retrouvés,
on ne cartographie pas les indices de présence très précis. On estime juste que la présence est soit certaine, soit probable, soit douteuse sur le secteur, donc d'où les tronçons de différentes couleurs. Mais on ne cartographie pas du tout, on n'a pas les données de présence. Voilà, au niveau national. Dans les synthèses, on n'a pas les endroits précis des différents indices. Donc ça veut dire, par exemple, après j'arrête, mais par exemple quasiment de Montélimar à la mer, à la Méditerranée, pour le LCFS, là, présence de castor, donc ça fait un trait rouge. Mais je n'attaque personne, hein, je ne sais pas exactement comment c'est fait sur le terrain. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'information plus précise, nulle part n'est cartographié ou n'est répertorié dans une base de données. Est-ce qu'on a l'info où il y a des huttes de castor, des traces de castor, de Montélimar à la mer? Alors, Jean-Louis, je pense qu'il y a des éléments de réponse dans la salle. Oui, alors, quelques éléments de réponse quand même, puisque l'ONCFS est cité un petit peu mis en cause tout de même. Je ne vais pas le faire moi-même, je vais passer la parole à notre spécialiste de la cartographie, qui va pouvoir faire un état assez précis des conditions dans lesquelles les données de l'ONCFS sont bancarisées et mises à disposition. Après, veillons à ne pas nous éterniser trop là-dessus et passons à la deuxième question. Donc Christophe, vas-y, mais très rapidement. Ça va être rapide. En fait, la carte qui est mise à disposition sur le site Carmen, il y a d'autres données aussi qui sont mises à disposition dans le cadre du SINP. En fait, le protocole de saisie des données fait que vous avez des grands tronçons. On ne cartographie absolument pas de manière précise les huttes, ce genre de choses. En fait, c'est le système de prospection qui est fait sur le terrain. Il y a des renvois de fiches. Moi, je vous propose éventuellement de vous rapprocher de la direction interrégionale d'où vous êtes implanté. Et les protocoles, vous les trouvez en fait. Et donc, ça se fait dans le cadre d'un protocole qui est bien précis, mais on ne cartographie, on ne va pas du tout cartographier des éléments très précis pointés. Ça, on ne le fait pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est le long d'un parcours qui est fait et suite avec des éléments. Et la cartographie est faite en concertation avec différents acteurs. Donc il n'y a pas plus précis que ce que vous avez de toute façon à disposition Carmen. La donnée Carmen, c'est la plus précise que vous pouvez avoir. On n'a pas mieux. Voilà. Merci Christophe.